Je m'appelle Victor. Et si vous avez aussi dépassé la cinquantaine, et que vous avez consacré les dernières décennies à construire votre patrimoine avec travail, discipline et sacrifice, j'ai besoin de partager avec vous quelque chose qu'il m'a fallu très longtemps pour vraiment comprendre. Quelque chose que la plupart des personnes dans la trentaine ou la quarantaine ne peuvent pas encore percevoir. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de la seule chose qui ne peut pas être empruntée, ne peut pas être achetée, et ne peut pas être récupérée une fois qu'elle est partie. Le temps. Et c'est précisément de cela que parle la véritable liberté financière. Pas des voitures. Pas des jets privés. Pas du style de vie qui inonde votre écran chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux. Tout cela, ce sont les décorations de la richesse, pas son fondement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va bien au-delà de ce que n'importe quel influenceur financier est prêt à dire, parce que la vérité sur l'argent, la vraie vérité, sans vernis, n'est pas du divertissement. C'est une invitation à la lucidité. Et pour ceux d'entre nous qui ont dépassé les 50 ans, c'est la conversation la plus importante que nous puissions avoir. Parce que l'horloge n'est plus théorique. Elle tourne. Et la façon dont vous positionnez votre patrimoine dans ce chapitre de votre vie va déterminer non seulement votre confort, mais la dignité et la sécurité de toutes les années qui sont encore à venir. Commençons par le commencement. Pas par la surface des stratégies d'investissement ou de l'allocation de portefeuille, mais par la nature fondamentale de ce qu'est vraiment l'argent, parce que la plupart des gens, même les intelligents et les bien éduqués, le comprennent mal. L'argent est une créance sur le travail d'autrui. Relisez cette phrase. L'argent est une créance sur le travail d'autrui. Lorsque vous allez travailler tous les jours pour recevoir un salaire, ce que vous faites réellement, c'est échanger votre temps, votre énergie, votre expertise, les heures irremplaçables de votre unique vie contre une créance que vous pouvez ensuite utiliser pour acquérir le temps et le travail de quelqu'un d'autre. Chaque euro que vous gagnez est un fragment de votre existence, converti en un jeton transférable. C'est pourquoi les personnes qui comprennent l'argent au niveau le plus profond ne sont pas celles qui sont obsédées par le dépenser. Elles sont obsédées par la multiplication de ces créances pour que les créances génèrent davantage de créances, sans exiger davantage de leur temps. C'est le fondement philosophique complet de la liberté financière. Et lorsque vous l'internalisez vraiment, tout change. Pour ceux d'entre nous qui sont dans la cinquantaine, la soixantaine ou au-delà, ce concept porte un poids que les plus jeunes ne ressentent tout simplement pas encore. Quand on a 25 ans, le temps semble infini. On peut se permettre de gaspiller une décennie à apprendre des leçons coûteuses et de s'en remettre. Mais quand on a 60 ans, on comprend de façon viscérale que le temps est le seul actif sans substitut. Aucune somme d'argent ne rend les années que vous avez passées à le gagner. Ce que l'argent peut faire, en revanche, c'est libérer toutes les années qu'il vous reste de l'obligation d'échanger votre temps contre davantage d'argent. C'est de cela que les gens parlent quand ils évoquent la liberté financière. Pas l'abondance. Pas le luxe. La liberté. La liberté de se réveiller un mardi matin et de décider ce que cette journée contiendra, sans qu'aucune obligation financière ne dicte la réponse. C'est le premier jalon. Et c'est celui qui compte le plus. Parlons maintenant de ce à quoi ressemble ce jalon en termes concrets, parce qu'il est bien plus accessible que la plupart des gens ont été amenés à croire et bien plus important à définir clairement avant de commencer à construire vers lui. La liberté financière, dans son essence, signifie une seule chose: vos revenus passifs couvrent vos dépenses mensuelles. C'est tout. C'est le seuil. Le chiffre sera différent pour chaque personne qui se trouve ici aujourd'hui. Pour certains, ce sera peut-être 5 000 € par mois. Pour d'autres, 15 000. Pour d'autres encore, bien davantage, selon le style de vie qu'ils ont construit et les obligations qu'ils portent. Mais le principe est universel au moment où l'argent entrant de vos investissements, de vos biens immobiliers locatifs, de vos participations dans des entreprises ou de toute autre source qui ne dépend pas de votre travail direct, dépasse l'argent sortant pour les besoins de votre vie, vous avez franchi le seuil. Vous ne vendez plus votre temps. Vous êtes libre. Et je veux être très précis ici, parce que cette distinction importe énormément pour quiconque dans notre tranche d'âge s'approche de la retraite ou y est déjà. Il y a une différence énorme entre être financièrement libre et être financièrement en sécurité à la retraite. Beaucoup de gens partent à la retraite avec un patrimoine accumulé, commencent à le retirer progressivement chaque mois et croient être financièrement libres. Mais ils ne le sont pas. Ce qu'ils font, c'est dissoudre lentement le capital principal. Ils mangent le grain de semence. Chaque retrait est une réduction de l'actif lui-même,
Et la réalité effrayante est que la plupart des gens sous-estiment combien de temps ils vont vivre. Celui qui part à la retraite à 65 ans aujourd'hui a une probabilité statistique très raisonnable de vivre jusqu'à 85 ou 90 ans. Ce sont potentiellement 25, 30 ans de retraite. 30 ans. Et si vous commencez à retirer le capital principal dès le début, la mathématique de la déplétion composée peut être dévastatrice. Surtout quand vous tenez compte de l'inflation et pas cette modeste inflation de 2 ou 3% que les manuels de finance aiment utiliser comme référence, mais l'inflation réelle, ressentie dans la chair, de l'alimentation, de la mutuelle santé, des médicaments, des charges de copropriété et de l'immobilier que nous, dans notre tranche d'âge, expérimentons chaque année. Et permettez-moi d'aborder une réalité que toute personne fortunée en France connaît intimement, la pression fiscale. Notre système fiscal est l'un des plus lourds du monde développé. L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'IFI pour ceux qui détiennent un patrimoine immobilier significatif, la taxation des plus-values, les droits de succession, tout cela érode silencieusement mais continuellement le capital que vous avez construit au fil des décennies. Ne pas anticiper et structurer intelligemment la fiscalité de votre patrimoine, c'est laisser l'État être votre premier héritier. Et ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité arithmétique que trop peu de Français prennent vraiment au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi la philosophie que je défends et que je crois que toute personne de plus de 50 ans devrait internaliser immédiatement est celle-ci, vous ne touchez jamais au capital principal. Vous ne vivez que de ce que le capital principal produit. Répétez cela. Vous ne touchez jamais au capital principal. Vous ne vivez que de ce que le capital principal produit. Pensez à votre patrimoine comme à un domaine agricole productif. La terre elle-même est sacrée. Vous ne vendez pas les hectares pour vous nourrir pendant une saison difficile. Vous cultivez, vous protégez, vous entretenez et vous ne récoltez que ce que la terre produit cette année-là. La récolte de cette année. La récolte de l'année prochaine. La récolte de toutes les années qui suivent. Et si vous gérez bien le domaine, il produit davantage avec le temps, naturellement, parce que c'est la nature d'un actif bien géré. La terre est toujours là, prenant de la valeur, d'ailleurs quand vient le moment de la transmettre à la génération suivante. Au moment où vous commencez à vendre les hectares en utilisant le capital principal pour couvrir des dépenses courantes, vous ne faites pas que dépenser de l'argent. Vous dépensez les rendements futurs de cet argent. Vous dépensez les retours composés qui ne se sont pas encore matérialisés. Vous effondrez la sécurité future dans la consommation présente. Et pour quelqu'un qui comprend ce que signifie avoir construit quelque chose au fil des décennies, c'est quelque chose de profondément douloureux à observer, que ce soit dans sa propre vie ou dans la vie de personnes qui nous sont chères. Maintenant, je vais aborder quelque chose que presque personne dans les médias financiers ne discute avec honnêteté et c'est une conversation particulièrement importante pour les personnes dans notre tranche d'âge qui ont accumulé un patrimoine significatif. Il existe, en termes généraux, 3 catégories de personnes disposant de ressources financières significatives. Comprendre dans quelle catégorie vous vous trouvez et quelle catégorie votre héritage va créer est l'un des exercices de clarté les plus importants que vous puissiez faire pour l'avenir de votre famille. La première catégorie est le professionnel salarié à haut revenu. Nous parlons de cadres supérieurs, de médecins, d'avocats, d'ingénieurs de premier plan. Des personnes intelligentes, accomplies, avec des revenus substantiels. Mais voici la réalité structurelle que la plupart résistent à reconnaître, leur destin financier est, dans une large mesure, hors de leurs mains. Ils dépendent d'un salaire, d'une entreprise, d'une institution. Et au moment où ce flux de revenus est interrompu par une maladie, par une restructuration d'entreprise, par un changement de marché, par la retraite, les revenus s'arrêtent. Ces personnes ont gagné beaucoup au cours de leur carrière, mais une bonne partie a été consommée par le style de vie nécessaire pour maintenir l'apparence de leur statut professionnel. Ceux qui réussissent vraiment financièrement sont ceux qui, malgré leurs excellents salaires, ont vécu en dessous de leurs moyens et ont converti leurs revenus en actifs qui génèrent des retours passifs. Mais c'est l'exception, pas la règle. La deuxième catégorie, et c'est elle qui produit la richesse la plus durable et transgénérationnelle, est le chef d'entreprise. La personne qui a construit quelque chose. Qui a créé une entité qui génère des flux de trésorerie indépendamment de son travail quotidien. C'est l'individu qui, à un moment donné, a cessé d'échanger du temps contre de l'argent et a commencé à construire des systèmes qui échangent de la valeur contre de l'argent. Une entreprise avec de vraies marges, des revenus récurrents, une vraie valeur patrimoniale. Que ce soit dans les secteurs technologiques, dans les industries traditionnelles françaises de l'agroalimentaire ou du luxe,
ou dans l'immobilier commercial, le chef d'entreprise est celui qui a le plus de probabilité d'atteindre une véritable liberté financière durable. Non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a construit un actif qui travaille pendant qu'il dort. Et la troisième catégorie, et je dis cela avec compassion, pas avec jugement, c'est la richesse héritée. Le fils ou la fille d'un bâtisseur de première génération qui transmet le travail d'une vie à un héritier qui n'a jamais vécu la lutte de le construire. J'ai observé ce schéma plus de fois que je ne peux en compter, et le résultat est remarquablement cohérent. Pas universel, mais cohérent. Les bénéficiaires de richesses héritées, sans le contexte expérientiel de la façon dont ce patrimoine a été créé, n'ont très souvent pas le cadre pour le préserver et le faire fructifier. Ils savent comment le dépenser. Ils ne savent pas comment le multiplier. Et en une ou deux générations, ce qui a pris toute une vie à construire disparaît. Ce n'est pas un manquement moral. C'est une réalité psychologique. Le feu qui pousse quelqu'un à construire de la richesse est allumé par la nécessité, par la compréhension genuinement vécue de ce que signifie ne pas l'avoir. Lorsque cette nécessité est supprimée avant que le feu ne soit allumé, il ne s'allume tout simplement pas. C'est pourquoi les gagnants à la loterie retournent statistiquement à leurs conditions financières précédentes en quelques années. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont reçu une fortune sans l'architecture mentale et comportementale nécessaire pour la gérer. Et cela nous amène, peut-être, au défi le plus urgent et le plus sous-estimé auquel toute personne de notre tranche d'âge disposant d'un patrimoine significatif est confrontée. Le défi de la transmission. Comment transmettre des ressources financières à la génération suivante d'une manière qui n'éteint pas précisément les qualités qui ont rendu ces ressources possibles? Il n'y a pas de réponse facile à cela. Mais laissez-moi partager ce que je crois être l'enseignement le plus critique sur ce sujet. La première génération construit la richesse poussée par la nécessité et la faim. Elle se souvient de ce que c'était de n'avoir rien, et ce souvenir est une motivation puissante et implacable. Sa relation avec l'argent a été forgée dans la rareté, et souvent dans l'adversité économique. En France, des générations entières ont traversé des périodes de reconstruction, des chocs pétroliers, l'inflation des années 70, les crises financières successives, chaque épreuve affinant un instinct de préservation et une discipline que les générations suivantes n'auront jamais eu besoin de développer sous cette pression. La deuxième génération grandit en observant la première travailler. Elle absorbe certaines valeurs, mais elle bénéficie aussi du confort que le succès de la première génération a créé. En général, elle s'en sort bien. En général, elle porte le flambeau, même si parfois avec une flamme un peu moins intense. C'est la troisième génération qui a la plus grande probabilité statistique de dilapider l'héritage. Et la raison, lorsqu'on l'examine clairement, est qu'elle a grandi dans un environnement où la richesse était simplement la condition ambiante de l'existence. Elle n'a pas été gagnée, elle n'a pas été observée en train d'être gagnée, et donc elle n'a pas été vraiment comprise. Les mécanismes de la richesse, la discipline, la patience, le sacrifice, la prise de décision sous pression n'ont jamais été transmis en même temps que les actifs eux-mêmes. Il existe un vieux dicton, que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses langues, qui se traduit à peu près ainsi: la première génération construit, la deuxième maintient, la troisième détruit. Ce n'est pas une loi de la nature. Mais c'est un schéma si récurrent à travers l'histoire humaine qu'il mérite d'être pris très au sérieux comme avertissement. Si vous avez entre 50 et 60 ans et que vous avez accumulé un patrimoine significatif, la question de savoir comment préparer vos héritiers à le recevoir est, probablement, plus importante que la façon de le faire fructifier. Un investissement dans l'éducation financière réelle, dans la responsabilité structurée, dans l'exposition progressive aux vraies décisions de construction de patrimoine pour les générations suivantes peut valoir 10 fois plus en richesse générationnelle préservée dans les décennies à venir. Revenons maintenant à la mécanique pratique de la construction et du maintien de la richesse, parce que pour celui qui est encore en mode accumulation, ou en transition entre accumulation et préservation, les stratégies comptent énormément. Le concept le plus puissant que je puisse transmettre lorsqu'il s'agit de construire une richesse durable est celui-ci: les revenus passifs sont les seuls revenus qui ne vous coûtent pas votre vie. Tous les autres revenus, salaires, honoraires de conseil, commissions, honoraires professionnels de toute nature exigent votre participation continue. Au moment où vous cessez de participer, les revenus s'arrêtent. Et pour celui qui vieillit, cette dépendance devient progressivement plus dangereuse. Pensez aux professions qui produisent les revenus les plus élevés dans notre société. Les médecins spécialistes. Les avocats d'affaires. Les agents immobiliers de prestige sur les marchés parisiens ou de la Côte d'Azur. Ces personnes peuvent gagner des sommes extraordinaires.
Mais leur modèle de revenu est fondamentalement transactionnel. Un médecin gagne quand il consulte un patient. Quand il ne peut pas consulter par maladie, par épuisement, par retraite, les revenus s'arrêtent. Un agent immobilier gagne une commission quand il conclut une transaction. Entre les transactions, il n'y a rien. Il est sur ce que j'appelle parfois un tapis roulant de revenus, toujours en train de courir, toujours en train de dépenser de l'énergie, et au moment où il arrête de courir, il est immobile. Les personnes qui atteignent la vraie liberté financière au niveau les plus élevés sont celles qui construisent des actifs qui génèrent des flux de trésorerie récurrents et passifs. Le portefeuille immobilier appartement locatif à Paris, maison de maître dans le Luberon, gîte en Provence qui produit des loyers indépendamment du fait que vous soyez actif ou inactif. L'assurance vie, ce formidable outil fiscal français, dont les contrats en unité de compte bien choisis génèrent des rendements composés à l'abri d'une fiscalité allégée après 8 ans de détention, et qui offre en plus une transmission successorale privilégiée. Les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier qui distribuent des revenus fonciers réguliers sans les contraintes de la gestion locative directe. La participation dans des entreprises non cotées qui versent des dividendes sans exiger votre présence quotidienne. Le portefeuille diversifié entre obligations, actions du CAC 40 et marchés internationaux qui génèrent des rendements supérieurs à l'inflation pendant que vous faites ce qui vous donne du sens. Ce sont ces structures qui séparent les financièrement libres des financièrement dépendants, indépendamment du niveau de revenu. J'ai connu des personnes qui gagnaient des sommes considérables en revenus professionnels et sont mortes avec presque rien, parce qu'elles avaient consommé tout ce qu'elles avaient gagné et n'avaient construit aucune base d'actifs passifs. Et j'ai connu des personnes avec des revenus bien plus modestes qui, par la discipline et l'accumulation stratégique d'actifs au fil des décennies en achetant des biens locatifs, en réinvestissant les loyers, en construisant des positions dans des fonds de distribution, en utilisant intelligemment l'enveloppe de l'assurance vie, ont pris leur retraite avec des revenus passifs substantiels qui couvraient entièrement leur style de vie et continuaient de croître en perpétuité. Le chiffre est presque sans importance. L'architecture est tout. Maintenant, pour ceux qui regardent le spectre des niveaux de richesse au-delà de la liberté financière de base parce que la vie a une façon de révéler de nouvelles aspirations une fois que les fondamentales sont satisfaites, il est important d'avoir une vision claire et honnête de ce que différents niveaux de richesse exigent et permettent réellement. La liberté financière de base, comme nous l'avons discuté, signifie simplement que vos revenus passifs couvrent vos dépenses mensuelles. À ce niveau, vous vivez confortablement, vous avez la paix de l'esprit et vous ne dépendez d'aucun employeur ou client pour votre survie financière. Cela est accessible à la plupart des personnes qui s'engagent sérieusement dans la discipline au fil d'une vie de travail. Le niveau suivant introduit ce que la plupart des gens associent à la richesse visible de meilleures propriétés, des voyages en première classe, des expériences plus riches, une générosité plus grande. À ce niveau, les revenus passifs sont suffisamment substantiels pour soutenir un style de vie jeunement élevé sans toucher au capital principal. Mais ce niveau introduit aussi de nouveaux coûts, de nouvelles obligations et souvent de nouvelles vulnérabilités. Le style de vie s'est élargi, et avec lui, les charges mensuelles fixes se sont élargies. Le seuil de revenus passifs nécessaire pour soutenir ce style de vie est maintenant significativement plus élevé qu'auparavant. Au niveau les plus élevés où l'aviation privée devient un outil opérationnel réel, où les propriétés deviennent des portefeuilles, où la philanthropie devient institutionnelle, la mathématique est presque contre-intuitive pour quelqu'un qui n'a jamais opéré à cette échelle. Un avion privé n'est pas qu'un luxe. C'est un centre de coûts opérationnels qui nécessite des dizaines de milliers d'euros par mois pour être maintenu, indépendamment du nombre d'heures que vous volez. Le prix d'acquisition de l'actif est, dans de nombreux cas, la plus petite considération financière. Les charges opérationnelles continues et l'équipage, la maintenance, les assurances, le carburant, le hangar, la conformité réglementaire, c'est là que vit le vrai coût. Et ce coût doit être couvert par des revenus passifs, pas par la liquidation d'actifs. La raison pour laquelle je mentionne cela n'est pas de glamouriser ces choses. C'est pour illustrer un point important sur la relation entre le style de vie et les exigences en matière de revenus passifs. Au fur et à mesure que votre style de vie s'élargit, votre seuil de revenus passifs requis s'élargit avec lui. Ce n'est pas nécessairement un problème. Mais c'est un problème de discipline si vous permettez que le style de vie s'élargisse plus vite que les revenus passifs. Et c'est un piège dans lequel beaucoup d'individus nouvellement fortunés tombent, indépendamment de l'âge. La séquence correcte est toujours celle-ci, les revenus passifs d'abord, le style de vie ensuite. Vous construisez le flux de revenus que le style de vie exige avant d'adopter le style de vie. Vous n'inversez pas l'ordre en espérant que les revenus rattrapent. L'espoir n'est pas une stratégie financière. Maintenant,
je veux parler de quelque chose qui est rarement discuté dans les conversations financières respectueuses, mais qui est très réel pour quiconque a accumulé un patrimoine significatif. Les dynamiques sociales qui entourent le succès financier ne sont pas toujours ce à quoi on pourrait s'attendre, et elles représentent un défi genuinement pratique. Lorsque votre position financière devient visible, que ce soit à travers vos propriétés, vos véhicules, votre capacité de voyager, ou simplement à travers la réputation que le succès crée dans une communauté, vous allez découvrir que la nature de vos relations commence à se transformer de manière subtile et pas si subtile. Les organisations philanthropiques vous trouveront. Des connaissances surgiront avec des opportunités d'affaires qui nécessitent votre capital. Des membres de la famille apporteront des demandes qui vous mettent dans une position extraordinairement difficile. Des amis, certains que vous connaissez depuis des décennies, s'approcheront occasionnellement avec des besoins qu'ils croient que vos ressources peuvent satisfaire. C'est l'un des aspects psychologiquement les plus difficiles de la richesse significative pour lequel presque personne ne se prépare. Les médias financiers sont pleins de contenu sur la façon de construire de la richesse. Ils sont presque silencieux sur la façon de gérer les relations humaines qui l'entourent. Les demandes elles-mêmes sont souvent entièrement légitimes. Les causes sont souvent dignes. Les personnes qui les formulent traversent souvent de vraies difficultés, un vrai besoin, et croient genuinement que, pour vous, le montant qu'elles demandent est dérisoire. Ce qu'elles ne voient pas, c'est la nature systémique de ces demandes parce que chaque personne ne voit que sa propre requête. Vous voyez la totalité de toutes ces demandes, arrivant continuellement, de toutes les directions, à tout moment. La discipline nécessaire pour naviguer dans ces dynamiques avec à la fois générosité et sagesse est significative. Elle exige une clarté sur vos propres valeurs et priorités. Elle exige des limites définies sur ce que vous ferez et ne ferez pas, et pourquoi. Et elle exige la volonté de dire parfois non à des personnes qui vous sont chères, ce qui est l'une des expériences les plus inconfortables que la richesse crée. L'approche la plus durable que j'ai trouvée n'est pas de prendre des décisions financières de manière réactive, dans la chaleur émotionnelle de la demande de quelqu'un, mais d'avoir un cadre clair et préétabli pour les dons et les prêts, ce que vous ferez, à quelle échelle, dans quelles conditions et à travers quelle structure. Que ce soit une fondation philanthropique formelle, un budget annuel de dons défini, ou simplement une politique personnelle sur les prêts à la famille et aux amis, avoir ce cadre établi avant l'arrivée des demandes est essentiel. Parce qu'au moment de la demande, votre réponse émotionnelle, votre désir d'aider, votre malaise avec le conflit, vos sentiments complexes sur votre propre bonne fortune va presque toujours travailler contre votre jugement réfléchi. Et maintenant, peut-être la chose la plus importante que je dirai aujourd'hui, et je veux que vous l'entendiez clairement, parce que c'est la vérité qui sous-tend tout ce que nous avons discuté. Le but d'accumuler de la richesse n'est pas l'accumulation elle-même. La richesse est un instrument. Un instrument puissant, flexible, libérateur, mais un instrument tout de même. La question qui compte, c'est ce que vous avez l'intention d'en faire. Quelle expérience voulez-vous avoir avec le temps qu'elle libère? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Quel impact voulez-vous que vos ressources financières aient sur les personnes et les causes qui vous sont chères? Ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites. Ce sont les questions de planification financière les plus pratiques que vous puissiez poser, parce que les réponses déterminent directement comment vous devez structurer, investir, protéger, en fin de compte, transmettre vos actifs. Le regret le plus courant que j'ai observé chez les personnes disposant d'une richesse significative ne concerne pas l'argent lui-même. Il concerne le temps. Plus précisément, il concerne le temps qui a été consacré à accumuler de la richesse au détriment d'une vie pleinement vécue et la compréhension tardive que la liberté que l'argent était censé créer était disponible bien avant que le montant n'atteigne le niveau qu'il croyait nécessaire. Il y a toujours un chiffre plus grand. Il y a toujours un seuil plus élevé. Il y a toujours une raison de repousser l'échéance de quelques années supplémentaires, de travailler un peu plus dur, de différer la vie qu'on avait l'intention de vivre jusqu'à un moment imaginaire futur de préparation suffisante. Et l'ironie cruelle de ce schéma, c'est que ce sont souvent les personnes ayant la relation la plus disciplinée avec l'argent et les plus capables de construire une vraie richesse qui y tombent le plus profondément. La liberté financière n'est pas une destination marquée par un chiffre spécifique en euros. C'est une décision. C'est le moment où vous choisissez de définir ce qui est vraiment suffisant et de commencer à vivre comme si vous l'aviez déjà, parce que si vous avez fait le travail, vous l'avez très probablement déjà. Pour ceux d'entre nous qui ont dépassé la cinquantaine, cette décision porte une urgence particulière. Pas l'urgence de la panique ou de la peur, mais l'urgence de la clarté. La clarté qui vient d'avoir suffisamment vécu pour savoir exactement ce qui compte et d'avoir peut-être moins d'avenir disponible à gaspiller sur ce qui ne compte pas. Protéger le capital principal.
vivez de la récolte. Préparez vos héritiers non seulement à recevoir ce que vous avez construit, mais à le comprendre, à le respecter et à continuer à construire sur ses fondations. Et ne confondez jamais l'accumulation d'argent avec l'accumulation d'une vie bien vécue. L'une est le moyen. L'autre est la fin. Cette distinction, profondément internalisée et à temps, vaut plus que n'importe quel chiffre sur n'importe quel relevé de compte.